Les amis, émission un peu particulière aujourd'hui. Décor de rêve. On est quatre, une fine équipe. Pourquoi? On va parler le bonus, les news sur le bonus sont sortis. On va parler aussi d'autres quelques petites news. Restez avec nous. Et on a la chance d'avoir Edouard. Edouard, en fait, il a un œil précurseur et assez innovant dans la distribution automobile. Et on était intéressé par entendre son discours et les idées qu'il y a derrière. Restez ici, on s'abonne. Bonne vidéo. À tout de suite. Bon, à tout seigneur, tout honneur, même si on a très envie de parler du bel endroit où Edouard nous reçoit, on va commencer évidemment par l'actualité. Et l'actualité, elle est sérieuse, elle est économique et on a la chance d'avoir Jean. Le malus, qu'est-ce qui se passe? Il a bossé. Alors, c'est surtout sur les bonus qu'il y a une modification. En fait, le décret d'application des bonus a été publié hier. Beaucoup l'attendaient. Hein. En fait, il y a beaucoup de choses qui changent. Premièrement, traditionnellement, c'était publié le 31 décembre. Et tout le monde râlait en disant « c'est beaucoup trop tard, on n'a pas le temps d'anticiper pour l'année qui vient ». Donc l'année dernière, le gouvernement a dit très bien, en fait, on va fixer une trajectoire d'évolution des bonus. Et en gros, tous les ans, les bonus vont perdre 1 000 euros. Ça semblait très cohérent à tout le monde. L'idée étant que finalement, plus le produit progresse, moins on a besoin de bonus pour pousser les ventes. Sauf que cette année, c'est pas arrivé le 31 décembre, c'est arrivé le 13 février, et avec pas mal de surprises. Il y a eu entre-temps une mesure assez symbolique qui était le leasing social. En gros, l'État français subventionnait à hauteur de 13 000 euros des contrats de location longue durée pour permettre à des voitures électriques d'être à moins de 100 euros par mois. C'était réservé 13 000 euros. Ouais, 13 000 euros de 13 000 euros, en vrai, c'est énorme. Ouais. C'était réservé aux ménages dont le revenu, dont la part fiscale, la part fiscale individuelle est de moins de 15 000 euros, donc entre guillemets aux petits revenus. Ça devait concerner initialement 20 000 commandes sur l'année. Et en fait, ils ont été dépassés par le succès parce que ça concernait 50 000 personnes. Donc en gros, ils ont consommé beaucoup plus de budget que ce qu'ils pensaient. 50 000 fois 13 000 euros, ça fait Exactement. Un peu Donc la première mesure, c'est arrêt du leasing social. C'est terminé pour cette année. Ce sera sans doute reconduit l'année prochaine. Mais les leasings à 100 euros pour les particuliers, c'est terminé. C'est marrant parce que très peu avaient pronostiqué un tel engouement. Oui, effectivement, les gens aiment les voitures, c'est quand même un signal positif. Et on est chez Car Lovers. Quand ils peuvent se les acheter, ils le font. Donc ça, c'est la première mesure. Deuxième mesure, ça on s'y attendait, c'est baisse du bonus de 1 000 euros pour les particuliers, hormis ceux qui gagnent le moins d'argent. La mesure auquel les gens s'attendaient moins, c'est suppression totale du bonus pour les sociétés. Jusqu'à présent, les sociétés qui finançaient des voitures électriques à moins de 47 000 euros avaient droit à 2 000 euros de bonus, sous réserve que la voiture ait un score environnemental correct, ce qu'en gros veut dire qu'elle soit produite en Europe. Et ça s'arrête. Donc il y a pas mal. Ça fait beaucoup polémique d'ailleurs. Beaucoup polémique. Donc il y a plein de choses à dire là-dessus. Ça va faire un coup dur un peu à ton activité à toi, à l'activité d'Edouard aussi, ça c'est pas… En fait, je pense qu'il y a plusieurs choses à dire. Première chose, le premier sujet, c'est quand même le manque de lisibilité. Ça, c'est un truc qui ne concerne pas que les voitures. Mais on se rend compte que les acteurs économiques ont quand même besoin de pouvoir anticiper ce qu'ils vont faire. Et là, clairement, annoncer du jour au lendemain que les bonus sont terminés, c'est un peu rude. Je pense aux gens qui avaient des affaires en cours avec des voitures, avec des bonus, aux gens qui devaient faire, acheter des séries de 30 voitures pour des sociétés en disant passez à l'électrique, il y a le bonus de 2 000 euros, ça va vous aider. Là, plus de bonus, et surtout que le décret a été publié le 13 février, et il est appliqué le 14. Donc c'est vraiment, t'as pas le temps de te retourner. Le truc, c'est vraiment… 13 février, 18h, le lendemain à 8h, c'est reparti. Là, je te cache pas que C'est pour fêter l'amour entre le gouvernement et le téléphone doit sonner. Alors c'était branle-bas de combat, tout le monde machin, et ma commande et ma voiture et comment ça se passe. Bon bref, c'était un peu compliqué. L'autre sujet, c'est qu'il y a quand même des messages un peu contradictoires. En fait, il y a une loi qui s'appelle la loi LOM, dont le but est d'encourager les entreprises à financer des voitures électriques. L'idée, évidemment, c'est que les voitures émettent moins de CO2, mais c'est aussi de nourrir le futur marché de l'occasion. Donc les entreprises sont incitées à renouveler leurs voitures avec des électriques. Et donc on peut dire qu'il y a quand même un message contradictoire entre inciter l'électrique, enfin même forcer à l'électrique avec la loi LOM et la fin des bonus. Donc voilà, il y a plein de choses à dire là-dessus. Après, il faut quand même resituer le débat. Je suis toujours un peu surpris sur ces débats-là, la véhémence de certaines réactions. On parle de 2 000 euros de bonus sur une voiture. Oui, c'est embêtant, ça perturbe les affaires. Voilà, c'est pas la fin du monde, la Terre, ça n'arrête pas de tourner. On peut aussi considérer que même sans bonus, un véhicule électrique reste avantageux pour une société. Aujourd'hui, pour un particulier… Pour que les gens se situent, le panier moyen d'un véhicule électrique,
Ça doit être autour de 40 000 euros, j'ai envie de dire, on n'a pas de chiffres. Ouais, Donc- facile. Alors ça a pas mal baissé récemment, mais c'est quand même des véhicules qui sont encore assez chers. Donc on parle de 5% de prix. Voilà. Donc c'est Mais- pas ça qui, c'est une somme, Mm. mais c'est pas ça qui va te faire acheter ou ne pas acheter un véhicule. Ouais, et en fait, on peut dire pour un particulier, finalement, il va payer plus cher sa voiture électrique, il va économiser sur l'énergie s'il recharge correctement. Donc c'est pas mal qu'il ait un bonus, mais finalement, le seul levier d'économie pour lui de la voiture électrique, c'est l'énergie qui va coûter moins cher. Pour les sociétés, c'est différent parce que les sociétés, quand elles prennent des voitures thermiques, elles sont soumises à de nombreuses taxes en fait, auxquelles elles échappent quand elles prennent des véhicules électriques. Donc finalement, quand tu fais la comparaison de coûts entre un véhicule électrique et un véhicule thermique, il y a plus d'incitation, hors bonus, pour les entreprises à passer au véhicule électrique. On parle notamment d'amortissement de batterie, etc. Exactement, d'absence de taxes sur Oui. le CO2. Donc bref, quand on compare le coût électrique versus thermique, les entreprises ont d'autres leviers d'économie que simplement L'avantage demeure. Exactement. Donc c'est pas si grave que ça. Voilà, c'est pas si grave que ça. Donc après, nous, notre politique, notre conviction, c'est qu'il faut regarder ça avec pragmatisme, que en fait, nous, notre rôle dans un marché... Parce qu'on a guère le choix. Là. Voilà, ouais, c'est d'arriver, tu peux crier tant que tu veux. Tu peux rouler par terre, ça ne changera pas grand-chose. Enfin, au moins quand t'as pas le choix, c'est plus facile de prendre une décision. Ah, ton bonus, tu ne l'auras pas. Donc après, nous, ce qu'on va recommander, c'est d'avoir une approche vraiment pragmatique et se dire, voilà, le marché est compliqué, nous, on est là pour guider les gens. Et on a identifié plusieurs cas de figure. Il y a des gens, alors les gens vont hurler quand je vais dire ça, c'est contraire à mon business. Il y a des gens qui ont intérêt à patienter aujourd'hui et à ne pas acheter leur voiture. Typiquement, les gens Pourquoi qui veulent acheter un véhicule électrique, qui sont dans la fraction de revenus concernée par le leasing social, eux, ils n'y ont plus le droit pour 2024. Il est probable qu'un nouveau mécanisme soit mis en place pour 2025. Donc même si ce n'est pas 13 000 euros, il y a sans doute une aide assez significative qui sera versée. Donc eux ont plutôt intérêt, à mon avis, à différer leur achat et attendre la mise en place de la nouvelle version du leasing ce qui s'appelle le leasing social. Il y a des gens qui n'ont pas intérêt ni à anticiper ni à retarder les achats. C'est ceux qui veulent des véhicules électriques sans bonus ou des petites voitures thermiques parce que la situation thermique, la situation fiscale va assez peu évoluer. Donc voilà, il faut qu'ils restent sur le rythme qui était prévu. En revanche, il y a certaines personnes qui doivent vraiment accélérer. C'est tous ceux qui veulent des véhicules hybrides rechargeables, notamment pour les sociétés, parce que ces véhicules-là aujourd'hui ne sont pas soumis au malus au poids. Et elles le seront en 2025. Concrètement. Donc c'est maintenant, les gars. Typiquement, Appelez Jean. Non, un X5 aujourd'hui, hybride n'est pas fiscalisé ou pratiquement pas. Si tu le commandes et qu'il arrive en 2025, tu prends, je crois, 13 ou 15 000 euros de malus. Donc, donc là, pour le coup, ça fait c'est un vrai impact. Donc, voilà, typiquement, tous ceux qui veulent aujourd'hui des voitures PHEV, surtout des grosses voitures, et qui veulent se faire un dernier tour de manège sympa en thermique avant de passer à l'électrique, c'est maintenant qu'il faut le faire parce que l'année prochaine, en gros, ce sera entre 10 et 15 000 euros de plus selon la voiture. En gros, un XC90, un GLC, un XC5. Ce que tu risques de faire toi-même d'ailleurs. Ce que tu conseilles, tu vas te l'appliquer. Tu risques de remplacer la Model S par. Je vais pouvoir faire le coup de j'ai le même à la maison, le classique. Non, mais là, pour le coup, tu vas te l'appliquer à toi-même. Oui, en fait, oui, ceux qui veulent des voitures hybrides rechargeables, il faut anticiper les achats parce que clairement, mieux vaut payer 6 mois de pénalité parce que tu rentres la voiture 6 mois plus tôt et échapper à 15 000 euros de taxes. Plutôt que d'attendre la fin de contrat et se prendre le super malus. On rentre un peu plus de chiffre d'affaires cette année, parce que le PHEV, ça va être mais plus tu vois, facile. une série 5, c'est 11 000 euros, une 550, un X5, ce serait 14 000 euros, un GLC 8 000 euros, donc on parle de montants qui sont quand même vraiment significatifs. Donc voilà, ces gens-là ont vraiment intérêt à anticiper, mais vraiment le mot d'ordre, c'est pragmatisme. Et voilà, selon la situation, adapter son approche pour naviguer au mieux dans cet environnement fiscal qui n'est pas forcément très lisible. Ça veut dire que les PHEV vont, tu vois, presque artificiellement, on va voir leurs immatriculations monter et ensuite s'effondrer en 2025, personne ne va comprendre. Si tu fais une analyse court-termiste du marché, je pense qu'au dernier trimestre, les immatriculations de PHEV elles vont partir au plafond. Vont partir en flèche. Ce sera sans doute les voitures que tu as commandées aujourd'hui. Parce qu'il faut faire attention sur ces voitures, les délais sont assez longs. Ce qui fait face, c'est la date de livraison. Donc si tu te réveilles en septembre, c'est la date de livraison. Donc si tu te réveilles en donc septembre, faut y aller maintenant. Voilà, si tu te réveilles en septembre pour commander ton X5 et qu'il arrive en mars, même si tu l'as commandé en 2024, comme il est livré en 2025, c'est pour toi. J'ai pas regardé en Allemagne, il s'est passé quoi avec la chute, la fin des bonus, ça s'est effondré la vente de véhicules électriques. C'est un peu tôt pour parler d'effondrement. Voilà, c'est des réactions, on va dire, très court-termistes comme analyse. Je pense qu'il faut attendre un peu plus. Après, il faut aussi que les prix des véhicules électriques baissent. Donc finalement, peut-être moins besoin de bonus qu'avant pour bien se vendre. Mais oui, il va falloir étudier ça de très près. Merci, parce que c'est quand même... on n'a pas fini à en reparler, ces analyses. Je vous place quelques petites news. Tu as quelques petites news Vas-y, parce qu'on a tous envie de parler. Je fais très rapide, mais après, je donne la vedette à Edouard. qui nous reçoit. On avait essayé l'Aston Martin Vantage, je vais faire très vite.
Bah, nous, ce qu'on avait appelé, quand on l'avait essayé, on l'avait essayé il y a quelques semaines, et en fait, on disait que c'était une voiture vraiment très sympa, probablement le dernier des Mohicans parce que c'était un moteur vraiment agréable, mais par contre, l'intérieur faisait un peu injure pour Aston Martin parce qu'il n'était pas au niveau. Ils viennent de sortir la nouvelle, et en fait, tous les défauts qu'on lui avait trouvés, ils viennent de la gommer. On va vous mettre les images, ça vous permettra d'avoir un aperçu. Je crois que c'est suite à la vidéo, je crois. Ils se sont dit que Aston Martin. Je pense que chez Aston Martin, j'étais surpris du délai parce que d'habitude, le constructeur est souvent 3-4 mois à nous écouter. Mais là, en 2 semaines, je les ai trouvés quand même très rapides. Tesla Model Y, on avait fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur la Tesla Model Y. Oui. Et tu disais justement 2 choses en disant si vous voulez en acheter une, allez-y maintenant. Parce que les prix peuvent également remonter et on ne sait pas contre le restylage. Moi, je ne m'étais pas mouillé, je t'avais regardé avec un peu de circonspection en disant je pense qu'elle va plutôt baisser et comme la nouvelle va arriver, moi j'attendrai plus tôt. In fine, tu as eu raison. Tesla a communiqué cette semaine, pas de Tesla Model Y restylé cette année. Deuxième point. Ouais, on en reparle en fin d'année à mon avis. De ce Ouais, en tous les cas, ils en ont parlé officiellement. Et sur les prix, ils devraient remonter en mars. C'est-à-dire qu'en mars, sur le configurateur américain, et en général les États-Unis sont le fer de lance et après ça se déploie dans le reste du monde, les prix devraient monter de 1 000 € ou plus sur la Model Y aux États-Unis. Donc peut-être qu'ils vont remonter en France. Et en France, ils ont remonté avec la disparition du bonus. En tout cas pour les sociétés. Oui, enfin pour la Model 3. Bah, oui, pas tout. Ouais, ah oui, t'as raison avec le nouveau bonus, oui, t'as raison. Excuse-moi, je dormais pendant que tu parlais. J'ai 2 autres petits points, on va faire très vite. Pour Cédric, Mini Clubman, c'est fini. Donc, non. Eh oui. La tristesse. Ouais. Non, c'est vrai. Ah oui, non, non plus. Oh merde. Ah voilà. Pardon d'être vulgaire, mais ah bon? Ouais. On va faire une petite minute de deuil et je vais finir très vite. Edouard, tu vends des Cupra? Alors je vends des Cupra. Je vais te mettre le micro. Eh ben, ça tombe bien. Annonce-moi une bonne nouvelle. Eh ben, les prix ont baissé. Le prix, pareil, canon. En fait, tu as la Cupra. En fait, toute la gamme, tu sais mieux que nous, tout Volkswagen a baissé ses prix sur sa gamme électrique. Donc ID3, ID4, ID5, ça a fortement baissé. Cupra avait moins réagi. Et la Cupra vient de baisser la Cupra Born, donc qui est la cousine de l'ID3. Tu as des baisses qui démarrent à minimum 4 500 €. Donc tu as la petite version, petite batterie, c'est celle qui me paraît le moins intéressante. 58 kWh, 422 km d'autonomie, elle démarre à 39 000 €. Mais surtout pour 1 000 € de plus, donc 39 990 € au lieu de 46 550 €, tu as la version grosse batterie, 550 km d'autonomie, et là pour le coup, ça devient vachement bien placé parce qu'elle a une bonne autonomie et ça devient quasiment la mieux disante en prix. J'arrête là et je laisse. Allez, ouais, notre invité qui est surtout notre hôte en plus, hein, dans ce super endroit, on a tous les yeux qui brillent. Carl Overs, Edouard, voilà, on est chez toi. Tu es connu dans le monde de la distribution justement pour innover. Raconte-nous, on se tait, et raconte-nous ton lieu. Alors d'abord, on dit qu'on est chez moi, je pense qu'on est d'abord chez tous les passionnés de voitures. Carl Overs, ce n'est pas un nom de groupe. On voulait d'abord que ce soit le nom d'une communauté, puisque finalement, on se reconnaît tous dans le plaisir de la voiture. On parlait de BMW ou Tesla, ce sont des marques que je ne distribue pas, et pourtant je suis attentif parce que j'aime la voiture, j'aime la caisse. J'aime la caisse de la R5 à la Bugatti en passant par Alpine. Et quand on aime la voiture, on aime toutes les voitures. Donc Carl Overs, finalement, c'est cette ambition de dire on va être capable de réunir cette communauté de passionnés autour de nous et de ne pas regarder que nos clients. Parce que finalement, le mal, il est là, je pense, que ce soit chez les distributeurs ou chez les constructeurs eux-mêmes, c'est qu'on ne regarde que strictement ses clients actuels. Et en termes de branding, c'est la pire des erreurs. Il faut regarder les clients à venir et il faut aussi éduquer, emmener avec nous une population qui n'aurait pas forcément regardé la voiture. Moi, j'ai 2 garçons, ils ont 10 et 14 ans. Si je ne les acculture pas à la caisse, ils n'auront pas cet amour qui est le nôtre. Pourquoi? Parce que nous, on a ces souvenirs en voiture. Parce que la voiture, c'est d'abord un véhicule d'émotion. C'est ce qu'on écoute à la radio, quand on avait nos parents qui conduisaient, c'était les vacances. On ne regardait pas notre écran, on regardait à travers la vitre. C'est la musique qu'on écoutait. On fait même des playlists, nous, aujourd'hui, chez Carl Overs. Et finalement, on veut presque lancer un mouvement qui dépasse simplement le business strict pour emmener avec nous tous ceux qui rêvent de la voiture. Donc c'est d'abord un état d'esprit, Carl Overs. Donc c'est pour ça que vous êtes ici chez vous. C'est gentil. Le lieu est très sympa. Et pourquoi on est venu ici? C'est qu'en fait, tu as la chance d'être le patron d'un des plus grands groupes de distribution français et européens.
Et en fait, ce qui nous a attirés à venir ici, c'est qu'en fait, on te voit faire des choses différentes des autres. C'est-à-dire que le groupe de la distribution, pour ceux qui ne connaissent pas, tu as les contrats d'agents, on ne va pas rentrer dans les détails, mais le groupe de la distribution automobile est en train de changer. Et donc, il faut anticiper et s'adapter. Et toi, on te voit faire tout un tas d'initiatives que les autres ne font pas. Donc, ça a attiré notre curiosité. Et donc, on te voit faire de la course automobile. On te voit t'intéresser à l'e-sport, donc au gaming. On voit, par exemple, dans tes locaux, nous, on va dans quelques locaux de groupes de distribution. Des locaux comme ça, on en voit plutôt dans des startups. On n'en voit jamais ici. Comment tu anticipes, toi, la distribution automobile et les changements qui vont y avoir? Alors, je suis désolé, je vais peut-être répondre à côté, parce qu'effectivement, on va avoir un modèle qui va nécessairement se réduire et peut-être même s'appauvrir. Okay. Et c'est pour ça que j'essaie de chercher des sources de revenus complémentaires, mais surtout des relais de croissance, pour finalement renforcer mon core business. Mais je cherche aussi une communauté supplémentaire. Je vais vous donner quelques exemples. Là, on a une Bugatti qui est derrière nous. Bugatti, si c'est une des marques les plus puissantes au monde, ce ne sont pas les 80 clients qui annuellement pouvaient s'offrir une Bugatti qui portent la marque. Bugatti en France, au passage. En France, oui, et en région métropolitaine, on va dire qu'on est 2, puisqu'il y a aussi Monaco. Okay. Donc ce ne sont pas ces 80 clients qui vont faire que la marque est aussi puissante. Ce sont les 22 ou 23 millions de followers sur Insta. Okay. Ferrari, si c'est une marque, ou peut-être une des premières marques, toutes catégories confondues, je pense que dans les classements, toutes marques, on doit être dans le top 10 avec Ferrari. Ce ne sont pas les 10 000 clients annuels, c'est comme Lamborghini. Ce sont les centaines de millions de fans qui portent la marque. Et finalement, je dis juste qu'on a des marchés incroyables, si on parle de business, à aller chercher pour parler à ces personnes-là. Moi, je fais partie de la génération qui avait encore des posters. J'avais des posters d'une Diablo. Est-ce qu'on en a une? Tiens, on en a une ici dans les bureaux. J'avais un poster de Lamborghini Diablo dans ma chambre. J'avais des posters de groupes de musique. Donc finalement, je voulais déjà une part de ce rêve. Et j'achetais une part de ce rêve. Donc l'idée, elle est de dire, on ne va pas simplement se contenter de vendre des produits et des services traditionnels à nos clients directs. On va essayer de vendre de l'expérience. Et l'expérience, elle peut prendre plein de formes. Pour ça, il faut qu'on crée une communauté. Pour créer cette communauté, il va falloir qu'on adresse d'autres communautés par des initiatives différentes pour leur parler autrement de l'automobile. C'est pour ça qu'on va dans la mode, avec la sneakers. Parce que la sneakers, tu touches notre génération. Vous ne voyez pas les locaux, mais il y a beaucoup de jolis... Voilà. Ici, c'est rarissime. Juste derrière toi, c'est presque encore plus rare. Enfin, c'est le Louvre de la sneaker, ça. Alors d'ailleurs, on me dit, mais pourquoi la sneakers? C'est simple. On a choisi de s'associer à un jeune entrepreneur qui s'appelle Pierre Guéguen et qui a fondé Savoir-Faire Paris. Savoir-Faire Paris, c'est quoi? C'est du coach building de sneakers. Donc coach building, c'est la voiture. Les semelles sont celles des constructeurs, comme le châssis. Comme Bugatti dessinait à la main des voitures, des véhicules uniques pour ses clients, on fait la même chose avec la sneaker. On va un peu plus loin, parce qu'aujourd'hui, on est capable finalement de rapprocher la sneaker de la voiture de nos clients. Mais on s'adresse aussi à des personnes qui aiment la voiture en général et qui ne seront peut-être jamais clients chez nous. Mais ils auront une part de ce rêve à travers la sneaker. Et surtout, on va adresser d'autres communautés. Donc la sneaker, ça répond, désolé, on est vraiment à la maison, les chiens sont là. Ça fait pas, c'est la vie normale. Nous, il y a un an, quand on débutait la chaîne, il y avait Nino, le chat de Vincent, qui était dans nos pattes. Mon chat venait tout le temps dans l'émission. Donc c'est une nouvelle mascotte. Donc l'idée, c'est de dire, en fait, on va parler autrement d'automobile, et puis on va vendre, bien sûr, des produits dérivés et des expériences à des personnes qui seront peut-être jamais clientes chez nous. Si on parle du gaming, ou plutôt du e-sport, parce qu'on est plus dans le e-sport, on considère ces personnes comme des athlètes, finalement. Parce qu'on assimile beaucoup le gaming aux jeux d'arcade. Mais ça, c'était notre génération, c'est les années 80. Aujourd'hui, on parle de véritables professionnels. Il y a de la diététique, il y a de la préparation Exactement. physique, il y a de la préparation de réflexes. Les gens ont décrit un peu cette communauté e-sport parce qu'ils ne la connaissent pas. Mais en fait, il faut que tu aies des réflexes assez fort, tu as plein d'exercices avec des choses sur des murs pour travailler tes réflexes. En fait, c'est une vraie... Ça s'est professionnalisé. C'est-à-dire on associe le mot sport à du gaming. Tu vois, Et c'est vrai que les quand on parle de... sont faciles. Exactement, quand on parle de CRSR, c'est ça. Ils s'entraînent sur le batac, ils ont des préparateurs mentaux, des préparations physiques extrêmement poussées. Et il faut se dire aujourd'hui,
on va rentrer dans le e-sport, mais pas pour, comme finalité de développer forcément des écuries virtuelles. Parce que moi, ce que j'aime, c'est, on a une idée, on peut tous avoir une idée, mais il faut en faire quelque chose de concret. Et finalement, c'est peut-être la clé d'entrée qui va nous permettre de démocratiser un sport automobile qui est extrêmement élitiste aujourd'hui. Parce que quand on regarde le sport auto, si on n'est pas un fils, d'abord un garçon plutôt, un fils d'eux, introduit dans des milieux où avec un certain confort financier, que je ne critique pas, parce que c'est un sport qui est coûteux. C'est encore le cas aujourd'hui, tu vois. Ah, c'est encore le cas aujourd'hui. Je vois, on a plein de talents qui nous sollicitent et malheureusement, les familles ou les proches n'ont pas forcément les moyens de soutenir cette passion-là. Même si c'est extrêmement onéreux. Et je me dis aujourd'hui, si j'assemble toutes nos initiatives qui nous permettent d'aller chasser dans d'autres communautés, je me dis simplement, je suis en train de rentrer dans le e-sport, dans les plateformes de gaming, mais attention, ce sont des vrais athlètes. On s'est aussi associé dans une société de simulateurs professionnels pour former des pilotes. On a aussi des concessions, des dealerships et un réseau de concessions avec des marques sportives. On a une écurie de compétition. Cette année, Schumacher CLRT, c'est une quinzaine de voitures qui vont être engagées, avec plus de pilotes encore et une quarantaine de professionnels permanents, avec un centre principalement à Lyon et une partie à Rouen qui va être aussi développée autour du classique et autour de l'expérience. Je me dis avec tout ça, et je vais encore ajouter un truc, j'ai un de nos pilotes, Porsche, qui est issu du sim racing. Il est issu du sim racing. En fait, on est capable de faire Gran Turismo. Mais c'est ce qu'on a dit. Alors pour les gens, pour vous aider à faire le raccourci, déjà, ce que vous ne savez pas forcément, c'est que beaucoup de pilotes réels s'entraînent sur simulateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le simulateur jeu vidéo fait partie du quotidien d'un pilote de course. Et donc, en fait, souvent, on s'est aperçu par des initiatives qu'un bon pilote en simulateur, donc un gamer e-sport, en réel, pouvait faire des bons scores et des bons tours ensemble. Et le film auquel tu fais référence, Gran Turismo, qui est l'un des principaux jeux, pour ceux qui ne connaissent pas, de Sony PlayStation, développé par Sony, le film, c'était quelqu'un qui s'entraînait sur simulateur, qui est passé à pilote de course dans la vraie vie. Et qui est en VOD en ce moment, on peut tous aller le regarder. Exactement. Et c'est un très bon exemple. Et cette histoire, moi, je la trouve géniale parce que finalement, là encore, on va adresser d'autres communautés et leur dire, mais voyez, vous êtes des car lovers et votre rêve, on peut peut-être en faire une réalité. Donc, qui s'inscrit Qui s'inscrit. Ça serait un projet 2024. Donc, nous, en général, quand on se dit, on va le faire, il faut le faire vite. Non, c'est intéressant parce que aujourd'hui, le portrait moyen d'un acheteur de véhicules neufs, c'est un homme qui doit avoir 55 ou 56 ans. Exactement. Et toi, ce que tu veux, c'est pour que le monde automobile perdure, il faut parler à la nouvelle génération et utiliser les codes de cette nouvelle génération qui aujourd'hui, dans les groupes de distribution, quasiment personne ne le fait. C'est exactement ça. Moi, j'insiste. Mon référence sont mes garçons. Ils ont 10 et 14 ans. Je les regarde, je les observe. Ce sont mes clients potentiels. Ouais. Bon, j'ai l'impression d'être un prédateur par rapport à mes propres enfants. Mais quand je vois même... Mais ils aiment l'automobile ou pas, tu vois, Ils l'aiment pas de la même manière que nous parce qu'ils n'ont pas forcément été habitués. Ils n'ont pas vécu l'auto dans les années 80 et 90. Ils ont vécu l'auto à partir de 2009 pour l'un, 2013 pour l'autre. Et en plus, je suis encore, en tout cas... avec eux plutôt très parisiens. Donc ils voient la voiture dans un hypercentre urbain, parce que c'est une réalité qui est celle des grandes villes européennes, des grandes villes françaises, qui n'est pas celle des enfants en dehors de ces villes-là. Donc on a des réalités qui sont différentes. Mais donc du coup, ils ont un rapport à l'automobile et aux marques qu'il faut contourner, parce que sinon c'est une clientèle qu'on aura perdue. Moi, je suis pro, TGV, transport en commun. Moi, je viens ici en métro. Ouais. Mais à un moment, la voiture, il ne faut surtout pas qu'elle s'efface du paysage parce qu'elle ne pourra pas être remplacée. La mobilité individuelle, c'est nécessaire. C'est nécessaire au quotidien des Français. Mais en plus, c'est une vraie passion. On en parle sans cesse. Le design, même les enjeux de business autour de la voiture, on en discutait il y a quelques instants. C'est un des métiers les plus complets. C'est incroyable, la voiture. Tu as un mélange de passion, le design. C'est entouré de design. C'est ça. Mais ce design, en fait, il dépasse les frontières. Il dépasse les frontières de la voiture. Parce que si tu aimes la voiture, finalement, tu vas aimer l'art. Tu vas être sensible, finalement, à d'autres designs, que ce soit des formes, à la beauté. Exactement. On parlait de musique. C'est essentiel, la musique. La musique, c'est ce que tu écoutes dans ta voiture. Donc, finalement, c'est
tout ce mouvement qu'on veut emmener, peut-être qu'un jour je vendrai des vinyles, hein, on a déjà fabriqué des vinyles, avec des playlists, parce que c'est ça qu'on recherche. Et c'est comme ça qu'on va adresser d'autres personnes qui pourront peut-être acheter une petite part de ce rêve, sans pour autant s'acheter la Lamborghini ou la Bugatti qui restera hors de portée pour 99,99% d'entre nous. Mais pourtant, on porte les marques et on fait partie de cette communauté. Et on est des car lovers. J'ai l'impression déjà d'être au volant d'une Punta quand je viens ici. Ben voilà, donc j'ai réussi. Exactement. Edouard, en tout cas, merci. C'était top. Parce qu'en fait, Avec plaisir. tu as un regard différent et tu as une approche un peu précurseuse, je ne sais pas si ça se dit, par rapport à tes concurrents et collègues. Et c'était intéressant de voir un peu. C'est un regard de constructeur automobile. C'est-à-dire que les propos que tu viens de tenir sont des propos que j'entends parfois dans la bouche, mais de très grands directeurs marketing, voire de très grands présidents de marque qui ont un peu de vista. Et bravo. Merci beaucoup. Cet émerveillement, on est heureux de le partager à tous. Et merci de le faire vivre. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné. Je pense que la fin va s'arrêter là. Les amis, on vous embrasse. Émission un peu particulière, on aime aussi vous surprendre, faire des choses un peu différentes. Vendredi, vous recevrez, je ne sais pas si tu distribues ça, en une Kia EV6, si on est bon, si Alain derrière les caméras est bon au montage, donc ça sera l'essai de la Kia EV6. Allez voir aussi la Skoda Octavia, retour de la berline et du Oui, break. À ce une qui est époque où il y a sorti beaucoup de SUV. hier pour vous. On vous embrasse, la bise à mamie, à très vite. Et puis merci pour cet an, on va rester là. Vous êtes chez vous.